On va commencer. Donc ce débat sur la Turquie à quelques jours d'élections qui vont avoir lieu dans ce pays, qui sont des élections municipales, mais qui sont des élections évidemment très importantes sur les rapports de force politiques. Donc l'occasion de ce débat, c'est la sortie de 2 livres qui sont pratiquement sortis ces jours-ci, celui d'Ariane Bronzon, qui a Turquie, l'heure de vérité, et celui d'Élise Massicard, qui est Gouverner par la proximité, que je n'ai pas eu le temps de voir, puisqu'il n'est même pas encore en librairie, il vient d'arriver tout chaud, il sort. Bon. Ce sont 2 livres très différents, c'est-à-dire un, c'est le livre d'une journaliste qui a suivi la Turquie depuis de nombreuses années, et son livre permet de suivre un peu l'évolution de ce pays sous différents angles. Et l'autre qui est un livre de chercheuse qui a travaillé, si j'ai bien compris, sur les quartiers et le rôle des maires dans les quartiers. Donc, pourquoi on s'intéresse à la Turquie? Parce que, je veux dire, c'est un pays qui joue, on le sent bien, un rôle de plus en plus important, d'abord régionalement. C'est-à-dire, on le voit en Syrie, on le voit en Asie centrale, on le voit aussi d'une certaine manière dans les relations de l'Union européenne. Et puis, on a aussi l'impression que, quand on regarde, on dit souvent le monde a changé, les pays changent, etc. Mais on a l'impression que ce pays qui, dans les années 50, était présenté comme, pas à tort en partie, comme une espèce de modèle de pays laïque, etc., s'est brusquement transformé en quelque chose de très différent, qui serait avec un parti islamiste qui est au pouvoir et avec une transformation, on parle même d'une nouvelle république après celle d'Atatürk. On a aujourd'hui la république d'Erdogan. Et donc ma première question va être un peu générale à nos 2 invités. C'est dans quelle mesure et en quoi la Turquie d'aujourd'hui est totalement différente, ou au contraire la continuité entre la République d'Atatürk et la République aujourd'hui. C'est assez général, mais simplement pour essayer de poser les bases de l'évolution historique de ces 60 dernières années. Alors, Ariane, peut-être. Ouais. Merci beaucoup, Alain, de nous recevoir. Et quand tu m'as demandé avec qui tu pourrais m'inviter, effectivement, j'ai tout de suite pensé à Élise, parce que on travaille parfois ensemble, et elle fait, je trouve que c'est une des meilleures chercheuses sur la Turquie. Donc, je suis ravie qu'elle soit là. Alors, en fait, c'est justement ça qui est très intéressant. C'est qu'on a souvent dit il y a une rupture. Erdogan, finalement, il rompt avec, on l'a toujours présenté comme l'anti-Atatürk, comme la rupture. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir les continuités. Je ne dis pas que tout est pareil, mais il y a, par rapport à un kémaliste très rigide, il y a des continuités, pas tant sur la laïcité. Cela dit, il s'est parfaitement bien acclimaté de la laïcité à la turque. C'est que la laïcité à la turque, c'est le contrôle de la mosquée par l'État. C'est pas la séparation. Voilà, c'est plus le concordat en Alsace, etc. Donc, et ça, Erdogan, on l'a oublié, mais les partis islamistes turcs adoraient la laïcité française. Ils disaient c'est le modèle par rapport à notre laïcité turque qui est très rigide, qui contrôle, tandis que dans la laïcité française, c'est la liberté, c'est la séparation de la mosquée. Ils le disaient ça dans les années 80. Bon, et en fait, Erdogan n'a absolument pas touché à cette laïcité et l'a prise parce qu'elle lui permet effectivement de contrôler mieux la religion, qui est donc une religion d'État d'une certaine manière, puisque c'est quand même le sunnisme simplement qui entre. Alors, donc, les imams sont des fonctionnaires, les prêches sont envoyés par le ministère des Affaires religieuses. Il y a un département des Affaires religieuses qui est rattaché au Premier ministre, enfin au président d'ailleurs, sans doute maintenant. Mais pour les sunnites seulement, pour donc 80% de la population. Élise, qui est une spécialiste des Alévis, qui est l'autre grande partie, grande proportion des musulmans en Turquie, vous expliquera comment en fait ces Alévis n'entrent pas dans cette laïcité. Ils ont leur propre
dédé, leurs propres prêtres, ils ont leur propre tchemevi, c'est-à-dire leur maison de prière, mais qui ne sont pas financés par l'État, qui sont totalement autonomes. Donc voilà, ça déjà, sur la laïcité, vous voyez, il s'est parfaitement coulé, Erdogan a parfaitement accepté cette laïcité qui avait été mise en place par Atatürk. Donc je ne sais pas, peut-être que tu veux... Élise ? Juste avec, peut-être comme vous avez suivi si j'ai bien compris, l'activité des maires et le contrôle d'une certaine manière de l'État à la base, est-ce qu'il y a une évolution justement par rapport à la manière dont ça se passait sous Erdogan, sous Atatürk et aujourd'hui ? Merci beaucoup. Déjà, merci pour cette invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici et d'être là avec Ariane parce que moi, j'ai la position exactement inverse et symétrique. Que Ariane, pour moi, c'est une des meilleures journalistes sur la Turquie, donc je suis très contente d'être là ce soir avec elle. Bon. Voilà. Alors, je vais d'abord aller dans son sens. Le problème qu'on va avoir, c'est de trouver des différends, en fait, ce soir sur un certain nombre de dossiers, mais on va trouver. Je crois que cette continuité, elle est effectivement dans la gestion du religieux entre la République de Mustafa Kemal et aujourd'hui celle d'Erdogan. Elle est intéressante parce que cette présidence des affaires religieuses dont parle Ariane, elle a été créée en 1924, le jour même ou le lendemain, je ne sais plus exactement, de l'abolition du califat. Donc, ça a été vraiment une des premières institutions créées par Mustafa Kemal, en rupture avec l'Empire ottoman, mais en continuité aussi parce qu'on supprimait le califat et donc on le remplaçait par quelque chose d'autre qui allait reprendre un certain nombre de fonctions, mais autrement. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que non seulement cette institution qui est absolument centrale dans la gestion par l'État du religieux, non seulement elle existe encore, 80, je ne sais pas compter, toutes ces années plus tard, 90 ans plus tard presque, et au contraire, elle a été, certes, elle a connu des évolutions, elle a été réformée, mais elle a été réformée dans le sens de plus de pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a eu une réforme en 2010 qui lui donne en fait des compétences supplémentaires au niveau de la diffusion justement de la religion au-delà des mosquées. Donc c'est plutôt une consolidation qu'autre chose. Et ces moyens ont aussi augmenté de manière assez impressionnante. Donc on a je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on a tendance à vouloir lire une rupture, mais en fait on ne peut pas dire que tout soit resté pareil évidemment, mais en se mettant dans le moule institutionnel, on va dire, créé par Mustafa Kemal, il n'y a pas eu ensuite de révolution, il y a eu, Erdogan, a fait des réformes constitutionnelles, mais il n'a pas changé de constitution. Il se met dans ce moule institutionnel et il le développe dans des directions parfois différentes, mais ce n'est pas une rupture très claire. Hein. Il n'y a pas de rupture très claire. Au contraire, il y a alors des réorientations peut-être. Sur les maires de quartier, donc ce n'est pas de vrais maires en fait. Peut-être que je vais, pour ne pas créer de malentendus, en turc c'est des muhtars, c'est-à-dire en fait c'est des... à la fois ils ont le statut d'agents publics, mais ils sont élus par la population et c'est au niveau du quartier ou du village, donc c'est vraiment au niveau micro, c'est pas des maires d'arrondissement ou de ville. Si j'utilise le mot maire, c'est faute de mieux en fait. Mais et ça, c'est une institution carrément ottomane en fait, qui a été créée dans les années 1830 et qui existe encore aujourd'hui. Et là encore, donc qui a été maintenue sous la République et qui a été réinvesti par Erdogan. Là encore, réorientation, réinvestissement d'une institution existante, c'est-à-dire que Erdogan, et là c'était la première fois que ça arrivait, mais comme président, a remis un petit peu en valeur ces figures qui sont en fait vraiment des figures très quotidiennes, un petit peu méprisées aussi par certaines élites, mais a remis en valeur cette fonction justement de proximité, d'articulation entre la société et l'État et a essayé de l'arrimer plus peut-être à l'exécutif, mais tout en s'inscrivant vraiment dans une continuité qui va en fait au-delà de Mustafa Kemal. Donc là vraiment la question elle se pose de savoir où est-ce qu'on met la rupture. Et pour aller alors dans le sens aussi, c'est le rapport à l'État. Le rapport à l'État est très intéressant parce qu'il y a une continuité là aussi. Et là aussi, peut-être même avant. Parce que le rapport à l'État en Turquie est très particulier. Il y a quelqu'un qui connaît bien l'historien Ethem Erdem qui a une théorie qui est très intéressante. Il dit, au fond,
depuis justement, à la fin de l'Empire ottoman, il y a eu la volonté non seulement de maîtriser l'État, mais de se l'approprier. Hein, c'est sa thèse. Et tout ce qui s'est passé ces dernières années avec, au sein du camp islamique, une rivalité entre ce qu'on a appelé le réseau guleniste. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le réseau guleniste, c'est-à-dire que quand Erdogan est arrivé au pouvoir en 2002, il manquait vraiment, il n'avait pas les hommes, si vous voulez, qu'il fallait au sein de l'appareil d'État, au sein de la bureaucratie. Et il s'est allié avec l'imam Gülen, qui était parti aux États-Unis, et qui, lui, avait pas mal d'hommes, parce qu'il avait beaucoup misé sur tout ce qui était éducation, etc. Donc il y avait pas mal de ses sympathisants ou de ses adeptes qui étaient dans l'appareil d'État, dans la police, dans la justice. Et c'est ça qui a permis à l'AKP et à Erdogan, si vous voulez, de pouvoir vraiment plus agir sur, par exemple, par rapport aux militaires. C'est grâce à ces réseaux dans la police et dans la justice qu'ils ont fait des grands procès, des arrestations avec beaucoup de falsifications de preuves d'ailleurs, mais ça a été, si vous voulez, l'instrument, ces réseaux-là ont été l'instrument d'Erdogan. Puis, il y a eu une rupture. Et c'est là où on revient à l'histoire de l'État. Il y a eu, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une rivalité sur le contrôle de l'État. Ce réseau-là voulait le contrôle de l'État et Erdogan ne voulait pas. Enfin, je caricature un peu, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une lutte. Une fois les militaires renvoyés dans leur caserne, il y a eu une lutte pour le pouvoir. Et c'est ça, ce qui est intéressant aussi, c'est donc de nouveau cette volonté, non seulement, vous voyez, d'être au sein de l'État, mais se l'approprier. Hein. Et ça, Erdem l'explique très bien, c'est parce que parfois l'État, on imagine un État très, très fort, un État turc très fort, et en fait, il y a des moments où il n'est pas si fort que ça, et c'est ça qui se joue. Enfin, c'est en tout cas la thèse de cet historien, et moi, je pense qu'elle a du sens. Donc ça, là aussi, une continuité, avec, alors c'est ce qu'explique aussi Erdem, c'est que mais il ne faut pas croire qu'il y a simplement ce mouvement-là. Souvent, on a un peu tendance à ne voir que le nationalisme, l'autoritarisme. Et Erdem l'explique très bien, il y a aussi toute la tradition des Tanzimat, des réformes. Donc la Turquie, ce n'est pas simplement l'autoritarisme. Il y a aussi quand même de temps en temps ce mouvement de réforme qu'on a pu voir aussi. Hein. Donc ces allers-retours entre l'autoritarisme et les réformes. Moi, je voudrais revenir un moment sur l'islam. Bon, on a dit, et je crois que, en France, vous savez, on a répété et dit la laïcité turque, c'est la laïcité à la française, etc., ce qui est totalement faux, parce que c'est plutôt le concordat, dans le sens où l'État contrôle la religion. Mais ce qui m'intéresse, avant de voir l'idéologie de l'AKP et la manière dont il peut utiliser la religion, je crois qu'à un moment, dans un des textes, tu expliques que finalement, en termes de loi, ils n'ont pas tellement changé. Enfin, l'AKP n'a pas changé. Il n'y a pas eu de l'application de la charia, il n'y a pas eu l'imposition du foulard, il n'y a pas eu. Enfin, donc. Si tu as lu, moi j'utilise peu le terme islamiste. Alors je ne sais pas ce qu'il en est d'Élise. Il y a une rhétorique islamiste. Il y a une rhétorique, mais pour l'instant, dans la loi, dans la Constitution, dans l'État civil, on ne peut pas dire qu'il y a eu tellement. Alors, il y a eu, en revanche, c'est vrai, la fonction publique. Et c'est très intéressant. Comment est-ce qu'il a décidé, donc, alors qu'en France, c'est sacré. Je veux dire, la fonction publique, les femmes ne peuvent pas être voilées. Hein, ça, c'est... Bon. Eh bien, pour le faire, il a fallu qu'il y ait cette tentative de coup d'État raté, donc état d'urgence, donc on gouverne par décret. Et c'est grâce à ça qu'il a passé Erdogan a passé 2 ou 3 décrets autorisant les policiers. Je crois que les juges, ça avait été fait un peu avant, et les militaires, les femmes militaires, à être voilées. Mais tout de suite, ça n'avait rien à voir avec le problème de la sécurité, vous voyez, l'état d'urgence suisse au coup d'État. C'était vraiment une mesure idéologique et pour marquer, là encore, marquer la propriété de l'État. C'est-à-dire que pourquoi c'est important que cette fonction publique soit voilée, c'est aussi pour donner cette image-là. Alors qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas eu tellement de... Enfin, Élise, il n'y a pas eu de loi vraiment religieuse qui sont passées. La charia, il ne l'a pas mise dans la Constitution du tout. Non, il n'y a pas eu de loi. Il y a eu cette réforme, effectivement, de la présidence des affaires religieuses qui lui donne plus de compétences et surtout qui étend ses compétences au-delà des mosquées. Donc ça, c'est important parce qu'au niveau de l'enseignement, au niveau justement des cours de Coran, au niveau des lycées, etc.,
d'imams prédicateurs. Il y a des choses qui ont été faites, mais elles ne se sont pas faites dans la loi, effectivement. Elles ne se sont pas faites par la loi. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces réformes de libéralisation de l'habit, en fait, de l'autorisation du port du voile, ça se fait en termes justement d'autorisation, en fait. Après, moi, il me semble que il y a des choses justement importantes qui changent sans que ça se voit dans la loi. Donc c'est vrai que la charia, c'est pas du tout vraiment la question. Ce qui est plutôt, il me semble important, c'est par exemple la place qui est accordée à la religion dans l'enseignement scolaire. Et ça, c'est vrai que ça a augmenté. C'était déjà obligatoire depuis les années 80, donc c'est pas comme si l'AKP l'avait introduit. En revanche, ce sont les militaires qui l'ont introduit. Tout à fait, Ouais. ce sont les militaires qui l'ont introduit justement comme un moyen de réconcilier la société turque qui était extrêmement polarisée, extrêmement politisée, avec l'idée que ça pouvait faire consensus. Bon, ça ne fait pas complètement consensus non plus, mais bon. Avec l'idée de réintégrer ça à l'identité nationale de manière plus ferme. Mais il y a eu là des modules, alors plus ou moins optionnels, qui ont été introduits dans les écoles avec effectivement plus d'insistance sur la dimension religieuse. Donc ça, il y a des choses comme ça, mais qui se font, je dirais, effectivement toujours dans le même sentier institutionnel. Et par rapport à cette question des alévis que soulevait Ariane, là encore, on n'a pas de rupture, c'est-à-dire que est-ce que l'AKP a vraiment changé, je veux dire, les orientations des politiques de l'État envers les alévis? Non. Explique peut-être ce que c'est que les alévis. Donc pour les ceux qui ne alévis, connaissent pas. c'est des hétérodoxes en fait, qui sont un peu difficiles à classer parce que c'est des groupes qui se rattachent à l'islam, mais qui ont aussi un certain nombre d'autres, je dirais, pratiques religieuses qui sont plus ou moins proches de l'islam. Mais en tout cas, dans l'islam, on a plutôt tendance à les rattacher. Ils sont plus proches du chiisme, en fait, et de certaines traditions ésotériques, mystiques. Voilà, alors on n'a pas de chiffres exacts, mais le Parlement, dans les rapports du Parlement européen, si tant est qu'ils aient des informations plus précises sur ce genre de choses, estiment qu'il serait entre, je sais plus, 12 et 15 millions. Enfin bref, c'est quand même un groupe important numériquement. Est-ce que l'AKP, qui est un parti quand même proche du sunnisme et pour lequel votent très peu les alévis, a réorienté les politiques envers les alévis? Non, parce qu'en fait, les alévis, déjà sous la République de Turquie, malgré cette laïcité, cette République n'est pas neutre. Il y a quand même effectivement une forme de religion officielle qui est sunnite. Et les alévis n'ont aucun statut, n'ont aucun service religieux rendu par les services publics en dehors, à la différence des sunnites. Et donc là, il y a une continuité. Et à la limite, ce qu'a fait Erdogan dans un petit moment à la fin des années 2000, c'est-à-dire un moment vraiment d'ouverture, de libéralisation qui n'a pas duré extrêmement longtemps, mais c'est au moins d'entamer un dialogue sur cette question-là, sous forme de conférence publique, et au moins d'essayer d'en faire un sujet de débat. Ensuite, ça n'a pas débouché sur grand-chose, mais à la limite, la rupture, elle était plutôt dans cette première de prendre cette question à bras-le-corps et au moins de l'adresser, en fait, comme question. Donc là... Et tu as dit quelque chose de très intéressant par rapport à l'armée. Parce qu'en fait, il est vrai que ça, c'est la thèse d'un certain nombre de personnes, de dire qu'au fond, Erdogan est en train de réaliser ce que la junte militaire du coup d'État de 1980 voulait faire, c'est-à-dire la synthèse turco-islamique. Et comme tu l'as vu sans doute dans mon livre, moi je commence par l'histoire, parce que j'ai fait un reportage en 1997 dans un imam Hatip, qui était vraiment l'endroit où on construisait cette synthèse turco-islamique. Alors les imams Hatip sont des collèges religieux, mais généralistes. Donc on apprend tout, mais aussi la religion. Et ça a été mis en place... ça a été mis en place en fait par Atatürk quand il a fermé toutes les écoles religieuses, les couvents, pour former les imams. Donc au départ, c'était des écoles pour former les imams. Nous avons ici un imam, je ne sais pas si... Ah bon, tu n'as pas été un imam. Bon, tu as peut-être été dans un imam Hatip, non? Bon, donc cela dit, c'était normalement pour les imams. Et peu à peu, en fait, les classes moyennes, les gens qui voulaient que leurs enfants aient une éducation religieuse, parce qu'à l'époque, justement, la religion n'était pas autant enseignée qu'elle l'est maintenant dans les écoles publiques, mettaient leurs enfants dans ces écoles-là.
qui sont devenus, aux yeux des militaires de 1990, lors ce qu'on appelle le coup d'État postmoderne du 28 février 1997, des écoles qui étaient pour eux, si vous voulez, des viviers d'islamistes, justement. Donc ils ont exigé en 1997, et moi j'ai fait mon reportage juste avant, la fermeture d'une section de ces écoles. Je crois que c'était les enfants entre 8 et 11 ans. Enfin bon. Donc ça a réduit énormément le nombre d'imams Hatib. Et en fait, à partir de 2012, quand Erdogan s'est senti plus libre de faire ce qu'il voulait, avec plus de légitimité, où il avait renvoyé l'armée dans ses casernes, eh bien, il a réouvert les vannes, c'est-à-dire qu'il a réouvert les portes des imams Hatib. Il y a eu beaucoup plus d'enfants qui sont venus, et le nombre des imams Hatib et d'élèves qui ont fréquenté cette école est allé en croissance. Alors, je racontais ça parce que là aussi, parce qu'en fait, ces écoles intéressaient quand même les militaires des années 80, pas ceux d'il y a quelques années, parce que on était dans les années 80, c'était quoi? Il y avait le problème de l'Iran. C'était la révolution islamique. Et il fallait avoir une réponse idéologique. Et la réponse, c'était la synthèse turco-islamique. Hein, pour justement marquer le nationalisme turc, pour qu'on n'aille pas voir ce qui se passait en Iran, etc. Et donc, ça a été une réponse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est en train, alors parce que maintenant il est aussi allié avec les nationalistes, hein, mais il est en train, moi il y a un analyste turc qui dit souvent qu'il est en train effectivement peut-être de réaliser ce que la junte militaire au pouvoir des années 80 n'a pas pu faire, c'est-à-dire cette synthèse turco-islamique. Alors il faut qu'on voit, parce que la dimension nationaliste d'Erdogan, elle est très discutable, hein, je veux dire, lui-même a dit, attention, je ne suis pas un turquiste à un moment, tout au début. Il refusait, il s'inscrivait plutôt dans la Houma, plutôt dans quelque chose de transfrontalier. Mais enfin, c'est vrai quand même que pour l'instant, il s'inscrit plutôt dans cette continuité-là, quoi. Oui, moi je pense qu'effectivement, il y a une continuité intéressante. Après, ce qui diffère, c'est qu'effectivement, l'usage de la religion par les militaires en 80, c'était sans doute lié à cet objectif de dépolitiser la société, de la réconcilier, de sortir la société de sa polarisation qui avait été extrêmement forte dans les années 70. Et là, on a une situation en Turquie aujourd'hui quand même où la société est extrêmement polarisée, non seulement ça, mais dans laquelle sans doute le pouvoir agit comme force polarisante en fait, passe par exclusion et marginalisation de plusieurs formes d'opposition et par, on va dire, affûtement, je ne sais pas comment dire, affûtage des clivages. Donc du coup, l'usage est complètement différent et c'est ça qui est aussi intéressant. Oui, parce qu'il y a eu ce soutien quand même au camp islamique, hein, c'est inscrit exactement dans la même chose que ce qui s'est passé. Bon, Israël avec le Hamas, c'était un peu les mêmes années. Hein, l'Afghanistan, etc. C'était pas simplement propre aux militaires turcs, cette façon de pousser un peu le camp islamique face au nationalisme. Et puis, rappelez-vous, face au communisme. Face au communisme, parce que c'était aussi, quand même, la Turquie était à ce moment-là, quand même, le rempart en première ligne face à l'Union soviétique. Hein, donc, ça s'inscrivait aussi dans un ensemble, hein, ce qui est, comme dit Élise, qui n'est pas tout à fait le même cas aujourd'hui. Je voudrais revenir sur un peu l'évolution alors du régime dans les 20 dernières années. Vous avez évoqué le fait qu'il a ouvert un dialogue à un moment avec les Alévis, avec les minorités religieuses chrétiennes. Il a même ouvert un dialogue avec les Kurdes. Il est allé même assez loin, semble-t-il, dans le dialogue. D'un autre côté, dans les années 2000, après la victoire électorale, il a poussé vers les négociations avec l'Union européenne, mis de côté l'armée, ouvert, on avait l'impression des lieux démocratiques, enfin on avait l'impression d'une évolution vers une espèce de pluralisme. Et puis, il y a un moment où ça recule totalement. Alors, bon, il y a plusieurs interprétations, comme vous savez, il y a ceux qui disent, mais c'est le vieux projet des islamistes, en fait. Tout ce qu'ils ont fait avant, c'était vraiment de la poudre aux yeux pour gagner? Ou est-ce qu'ils ont été pris par les évolutions, y compris régionales, de ce qui s'est passé en Syrie, etc. Ou est-ce que c'est un mélange des deux? Et comment expliquer un peu cette évolution? Moi, je l'explique ni par l'un ni par l'autre. Je l'explique par une lutte pour le contrôle de l'État, c'est ce que je dis. Alors, bien sûr, le reste a joué. Mais je pense que là, il s'est joué. Il y a eu un camp islamique. D'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé jusqu'aux années 2009, le narratif d'Erdogan, c'est celui des gülenistes, hein, de ce réseau dont je vous ai parlé, c'est-à-dire pro-européen,
low profile sur Israël. Bon, les gulénistes sont très anti-Iran, alors il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de rapprochement avec l'Iran. Tout ce qui était, par exemple, Erdogan a fondé et co-présidé avec le Premier ministre espagnol l'Alliance des civilisations, c'est-à-dire c'était un forum de dialogue, dialogue interreligieux, il allait voir. Et c'était le discours. Alors, je sais, j'ai pas des éléments, mais il ne serait pas exclu que ce discours, qui avait quand même la bénédiction des États-Unis, il faut quand même le dire, hein, et a été conçu avec les gulénistes, et ça a fonctionné pas mal, ça a marché. Alors, d'abord, les Européens ont été ravis, ça leur convenait parfaitement, comme discours en tout cas, et puis pas seulement les Européens, je veux dire un certain nombre d'intellectuels, de libéraux, l'ont pris, et ça leur convenait très bien. Libéralisation de l'État, renvoi de l'armée dans ses casernes, éventuellement négociation avec les Kurdes, que demander de plus, quoi. Alors, que demander de plus ? Il aurait fallu regarder d'un peu plus près la façon dont ça se passait, et en particulier les procès, les arrestations de militaires. Et là, il y a eu un aveuglement total d'une certaine élite qui s'est dit la fin justifie les moyens sans penser que la fin était déterminée par les moyens, souvent. Et donc là, il y a eu quelque chose il y a eu un manquement d'une certaine élite de gauche. Bon, ça c'est un peu mon dada. Et de l'Europe aussi, qui a peut-être pas assez bien regardé de ce côté-là, quoi. Parce que c'était très important, l'armée. Hein. L'armée avait quand même, c'est elle qui occupait le champ politique, elle s'était auto-définie comme un parti politique aussi. Hein. Donc il y avait une espèce d'alliance d'objectifs, même de revanche vis-à-vis de l'armée. Et là, il s'est joué quelque chose qui a été clé, mais qui du coup n'a pas construit la démocratie, au contraire, quoi. Parce que la justice a été totalement détournée, enfin, dans cette affaire-là. Oui, après, elle était déjà détournée, enfin, différemment, mais elle était déjà... Moi, je voulais revenir sur... Des procès quasi staliniens, comme il y a eu, il n'y en avait pas eu encore. Le procès... les arrestations ont commencé en 2008, et les procès ont eu lieu... Alors, ça a commencé assez vite, 2009, 2011. Bon, et ça s'est retourné. Ce qu'il faut savoir, que tous ces officiers ont été libérés... en 2013, enfin début 2014, au moment où le combat entre les gulénistes et Erdogan a été sorti au grand jour, puisque les gulénistes sont sortis des tas d'affaires de corruption, et là il a dû changer d'alliance. Donc il a libéré tous ces types qui avaient été arrêtés en disant « Regardez, c'est les juges et les policiers gulénistes qui m'ont conduit. » Et pourquoi ce retournement d'alliance avec les gulénistes ? Qu'est-ce qui a fait il y a une rivalité. Les types ont commencé à avoir la grosse tête, si vous voulez. Ils avaient leurs hommes partout. Enfin, je caricature un peu. Et donc, mais c'est une lutte pour le pouvoir, c'est-à-dire essentiellement. C'est pour le pouvoir. Alors maintenant, idéologiquement, je vous dis, il y avait quand même un narratif différent. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plutôt à fait le narratif de Erdogan aujourd'hui. Il est plutôt anti-euro. Enfin, il a quand même, son discours est très anti-américain, anti-européen, ce qui n'était pas le cas des gulénistes. Donc là, il y a quelque chose qui s'est changé parce qu'il a changé d'alliance. Il est avec des nationalistes maintenant. Et il fallait qu'il trouve un autre allié, quoi, vous voyez. Donc je pense que c'est aussi tout bêtement une lutte pour le pouvoir, oui. Oui, moi je pense que cette question d'alliance est centrale, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on voit l'AKP sur toutes les années, ça fait plus de 15 ans qu'il est au pouvoir, mais en fait, c'est pas forcément les mêmes alliances qui sont derrière, et ça a beaucoup changé en fait sur la période. C'est-à-dire que la phase de 2007... Elle est importante, ces élections-là, parce que c'est une ouverture. Effectivement, il y a les milieux libéraux qui soutiennent l'AKP, c'est assez large. Je veux dire, même les groupes non musulmans soutiennent l'AKP à ce moment-là. Ensuite, il y a une fermeture. Et puis là, ces dernières années, il y a une alliance très claire avec plutôt des nationalistes. Et quand on regarde l'électorat dans le détail, on se rend compte effectivement qu'en fait, l'électorat évolue sur la période. Et en fait, alors oui, c'est le même parti, mais sociologiquement, ce n'est pas les mêmes alliances qu'il y a derrière. Et donc, ça explique aussi, même au-delà de la question Gülen, ça explique aussi des revirements parce que sur les orientations politiques, parce que simplement, ce n'est pas les mêmes personnes derrière, ce n'est pas les mêmes intérêts qui s'articulent. Et ça, on a tendance à ne pas regarder. Il faut savoir que l'AKP d'aujourd'hui n'a plus aucun des 75 fondateurs. Il n'y a plus aucun des 75 qui l'ont fondé, enfin qui étaient au début. Si alors là, c'est quelque chose d'intéressant. Orient 21 a publié un article sur une comparaison entre l'AKP et le Nahda en Tunisie. Et une des choses qui m'a frappé, c'est effectivement les différences des deux partis. C'est-à-dire le fait que
il s'est constitué en Tunisie une forme de gestion du parti Ennahda qui était quand même plus pluraliste, où il n'y a pas eu d'élimination. Il y a des tendances très différentes. Bon, il y a Ranouchi qui est à la fois au-dessus de la mêlée, mais qui n'est pas un leader politique au sens où Erdogan est leader politique. Je trouvais qu'il y avait quand même des éléments intéressants sur ça. Je vais vous raconter une petite histoire. Il se trouve que moi, je suis allée en Tunisie. Enfin, j'ai établi des contacts avec un des leaders de Ennahda en France. Et il est devenu ministre en Tunisie. Donc, je l'ai beaucoup vu. Et puis, il savait que je travaillais sur la Turquie. Et il me dit, tu sais, Ranouchi, il a très peur. C'était tout au début. Hein. Il a très peur qu'il lui arrive la même chose qu'à Erbakan. Erbakan étant le mentor de Erdogan. Et Erbakan a été mis sur la touche par Erdogan, hein, si vous voulez. Enfin bon, Erdogan a créé un parti où il a, au départ, complètement renié le discours de Erbakan. Hein, et enfin, renié, là. Et il avait très peur, donc, qu'au fond, les jeunes... Ranouchi avait très peur de ne pas arriver à contrôler les jeunes. Et je crois qu'il a vécu beaucoup avec cette idée-là. Il se connaissait très bien. Hein. Il y a eu beaucoup. Et ce qu'on m'a raconté, alors je n'ai pas pu le prouver, c'est que Ranouchi était venu à Ankara essayer de faire la paix entre Erdogan et Erbakan. Voilà, ça je sais, j'ai pas pu le... Voilà, c'est ce que... Donc il y a plus que des liens, c'est-à-dire que l'expérience de l'AKP, l'expérience de la fondation du parti, donc l'AKP étant le parti de la justice et du développement et le parti d'Erdogan qu'il a fondé en 2002. Donc ce que je disais, oui, c'est ça que... Il a suivi dès le départ, Erbakan. Donc ça a beaucoup influé, je pense, aussi sur... Il y a le fait aussi qu'il n'a pas... Tu disais, il a éliminé les 75 membres fondateurs. Ranouchi a éliminé personne. Puis la société tunisienne n'est pas la société turque. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pas le même type. Il y a une force type. des syndicats. Voilà. Bon, enfin, il y a aussi quelque chose. Alors ça, Élise connaît très bien le sujet. C'est que ce parti de la justice et du développement, au départ, ce qui n'est pas le cas d'Ennahda, c'était un parti ramasse-tout. C'est-à-dire que vous aviez des gens de centre droit, vous aviez de tout vraiment. Hein. Et ça n'est plus tout à fait le cas maintenant. Non, donc c'est un parti très... Et puis c'est très hiérarchique, c'est-à-dire qu'au début, ce parti a été formé avec un discours de démocratie, y compris interne au parti, qui ne s'est jamais vraiment réalisé. C'est-à-dire quand on regarde même les tout premiers textes, en fait, au bout de 2 ans, il est assez clair que le parti est vraiment tenu par sa hiérarchie. À sa décharge, en fait, la loi sur les partis politiques en Turquie permet et même encourage ça. Et bon, c'est un peu le cas de tous les partis, donc c'est pas non plus une spécificité de l'AKP. La spécificité, elle était dans le fait que d'abord, il avait vraiment un discours de démocratisation du parti qui s'est jamais réalisé, et elle était dans le fait que effectivement, la différence de l'AKP par rapport aux autres partis, c'est que c'est un parti attrape-tout, effectivement, et massif, c'est-à-dire c'est un parti qui a plus de 8 millions d'adhérents, enfin, c'est quand même quelque chose qui est considérable et qui demande une gestion des ressources humaines, entre guillemets, pour le dire d'un point de vue managérial, assez attentive. Mais de ce point de vue-là, on a vu quand même une évolution, c'est-à-dire même si l'AKP, pas plus que les autres partis turcs, n'a jamais été vraiment un parti... démocratique, etc., avec la possibilité d'expression de dissidence, tout ça en interne, ça s'est jamais vraiment fait. Jusqu'à quand même, quand exactement le début des années 2010, il y avait quand même un certain nombre de, je dirais pas c'est pas des factions, mais on va dire des groupes internes avec des orientations légèrement différentes et qui maintenaient une représentation. Il y avait quand même une certaine diversité interne. Et là, je parle au niveau des responsables. Et ça, effectivement, au tournant de 2012-2013, en fait, ça a disparu assez brutalement, en fait. Et maintenant, c'est vrai que c'est devenu complètement épuré et c'est complètement verrouillé, en fait, aujourd'hui. Mais ça, c'est récent. Et Erdogan est le président du parti. Hein. Oui, la réforme constitutionnelle lui permet d'être président du parti. Il n'y a pas de gouvernement. Donc, il tient ça enfin, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Donc, je tiens ça d'une main de fer. Oui. Il y a une homogénéisation. Il a expédié. Alors, on parle toujours, et ça c'est le serpent de mer, de la création d'un nouveau parti de dissidents. Mais alors, chaque fois, bon, pour l'instant, on ne l'a pas encore vu venir. Et je ne vois pas comment ça peut... Est-ce qu'il y a d'autres exemples en Europe de partis de masse comme ça, de 8 millions, enfin, je ne sais pas,
Je- On n'est pas spécialiste de l'Europe. Non, mais de l'Europe ou même de... Enfin bon, dans le monde arabe, il n'y a pas vraiment de parti indépendant, sauf à un moment les frères. Mais même les frères musulmans en Égypte, par exemple, n'ont jamais été une organisation forte, mais jamais l'équivalent de 8 millions de membres ou de... Je vois pas d'équivalent, mais il doit y en avoir sans doute. Hein. Je sais pas, ouais. En Inde, peut-être. Non, oui, en Inde, oui. En Europe. mais, Non, ce qui est intéressant, c'est... Moi, j'ai beaucoup suivi les campagnes avant. Mm. Les campagnes électorales. J'ai suivi celle de 99. Les femmes, les jeunes femmes tenaient un rôle clé. Je les ai suivies, elles faisaient du porte-à-porte. Et pour ça, l'AKP est intéressant. C'est un parti qui a laissé de la place aux femmes. Hein. C'est Erdogan qui a fait ça, en fait, quand il était dans son ascension politique. Il a pris la direction, justement, de l'organisation à l'époque, c'était le REFA, à Istanbul. Et c'est lui, il y a eu des luttes, d'ailleurs, déjà avec Erbakan, où il a imposé, justement, le rôle des femmes. Donc ça, c'est vraiment une œuvre, déjà, d'Erdogan, en tant il n'était même pas leader, il était dirigeant de la Fédération d'Istanbul. Et on voit ce que ça a effectivement produit, c'est-à-dire ça a fait la différence sans doute aussi. Oui, il y avait un travail de maillage incroyable. Elles prenaient, enfin c'était, bon, comme font souvent les partis islamistes. Alors là, en revanche, c'était assez impressionnant. Et je me souviens, pour aller dans ton sens, que Sibel Erbakan, qui est maintenant conseillère du président Erdogan et dont je parle dans le livre, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais elle avait démissionné du REFA, justement, du parti qui était le parti d'Erbakan, hein, avant, donc du mentor d'Erdogan, parce qu'elle trouvait que ce parti ne laissait pas assez de place aux femmes. Voilà. Donc il y avait une espèce de protestation à ce niveau-là. On a beaucoup parlé du rôle des militaires. Tu reviens dans ton livre, tu interviews des gens, etc. Bon, ils ont subi des purges inimaginables en termes numériques ou non? On a l'impression quand même qu'il y a eu des milliers d'arrestations, de mises à pied, etc., etc. Bon, on sait qu'on dit toujours l'armée turque, c'est la deuxième armée de l'OTAN, etc. Est-ce que ça a des conséquences sur le rôle de cette armée, y compris dans la politique internationale ou régionale plutôt d'Erdogan? Il y a eu deux vagues. La première, c'était donc à partir de 2008, dans cette histoire qu'on appelle les affaires Ergenekon et les affaires Bayloz, hein, qui ont été donc, si vous voulez, un certain nombre d'officiers ont été accusés de comploter pour déstabiliser le pays et évidemment faire chuter le gouvernement islamo-conservateur. Là, il y a eu beaucoup d'arrestations d'officiers, mais il y a eu déjà, si vous voulez, une sorte de nettoyage, quoi, d'un certain. Mais ça n'a pas été en nombre énorme. C'est plutôt après ce coup d'État-là, du 15 juillet, cette tentative de coup d'État ratée, cette tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, où là, les arrestations se sont faites. On dit qu'un tiers, par exemple, des généraux ont été arrêtés. Enfin, bien au-delà du pourcentage de ceux qui auraient... On dit que c'est 2% de l'armée qui a fait cette tentative d'État. Alors, il y a beaucoup de mystères hein, sur cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'avait vraiment fait? Pour l'instant, c'est le réseau guleniste qui est accusé, mais on sait aussi qu'il y a des kémalistes qui ont participé. Comment ça s'est passé? Il y a encore des tas de questions qui se posent. D'ailleurs, je parle un peu de ce dont on est sûr, quoi, parce que... Et là, il y a eu en revanche, de nouveau, alors là, des importantes purges, effectivement, très importantes. Et il y a effectivement la volonté de faire une armée à sa main, quoi. Ça, c'est clair. Alors, est-ce qu'il a pour l'instant réussi? L'avenir le dira, mais bon... La vraie refonte de l'armée, je pense qu'elle est... Parce que le problème, c'est qu'il y avait aussi effectivement des gulenistes dans l'armée. Et ça, moi en tout cas, je l'avais sous-estimé. Hein. Toutes mes informations ne me disaient pas qu'il y avait autant de gulenistes que ça, etc. On m'avait dit qu'ils n'avaient pas atteint les hauts sommets. Donc là, il y a eu énormément quand même d'officiers supérieurs, de généraux qui ont été blackboulés. Là-dessus, moi, c'est pas seulement l'armée, c'est-à-dire quand on voit l'ampleur des purges après le coup d'État, dans l'armée, dans la police, dans l'administration d'État, etc., y compris dans une partie des milieux d'affaires, ça, c'est quand même, je veux dire,
ils ne sont pas si facilement remplaçables, tous ces gens. C'est le gros problème de l'Union européenne actuellement. C'est-à-dire que je parlais avec un responsable de l'Union européenne qui m'a dit on a un problème parce qu'on n'a plus d'interlocuteurs, on n'a plus les interlocuteurs aussi efficaces au sein de l'État. Et on a des problèmes pour faire passer nos projets, etc. Il y a un vrai problème technique là. Cela dit, les purges, vous savez, c'est en dizaines de milliers, c'est quand même pas des millions non plus. Hein. Le coup d'État 1980, les arrestations, il y en a eu beaucoup plus en termes de chiffres. C'est 140 000. C'est 140 000, ce qui est pas, c'est important. C'est la même proportion que les purges politiques staliniennes. Tu vois, ça, je ne sais pas. Bon, cela dit, c'est toujours... Alors, politique, que politique, je précise quand même. Bon, mais c'est quand même dans l'appareil d'État. Donc on revient... il y a eu aussi beaucoup de mises à pied, d'universitaires, ça c'est tout à fait... C'est une autre histoire. Mais toutes ces purges-là, dans l'appareil d'État, on retrouve cette histoire, cette espèce de rivalité, cette compétition pour tenir l'État, quoi. Oui, mais justement, le problème ne se pose pas uniquement, effectivement, par rapport à l'Union européenne, il est beaucoup plus large. Et moi, à mon sens, c'est vraiment une des clés de la compréhension aujourd'hui du fonctionnement du pays. C'est comment fonctionnent les institutions, avec qui, et pour revenir à la question de l'armée, donc il y a aussi la question de la formation des gens qui vont être recrutés, parce qu'il y a des besoins énormes. Et donc l'académie militaire a été fermée, certains lycées ont été fermés, etc. Et surtout, les conditions d'éducation pour intégrer certains postes dans l'armée ont été baissées. Donc en fait, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport à cette question des gulenistes, quels étaient les termes en fait de l'alliance entre l'AKP et les gulenistes ? En fait, la ressource principale des gulenistes, c'est qu'ils avaient investi dans l'éducation. C'est-à-dire que depuis les années 70, ils avaient aidé des gens qui venaient de milieux modestes, en fait, à avoir accès à une bonne éducation et à avoir une ascension sociale, principalement par l'éducation, pas seulement, mais aussi. Donc, ils avaient massivement donné des bourses, pour faire des études, ils avaient fait des foyers, etc. Machin. Bon, donc il y avait toutes et ça se chiffre. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des masses de gens qui se sont retrouvés du coup à avoir une certaine forme de reconnaissance et qui se sont retrouvés à avoir eu accès à des positions dans l'État, mais pas seulement, auxquelles ils n'auraient pas eu accès sinon. Et donc, d'autant plus qu'il y a eu quelques tricheries avec les résultats des examens. Quelques tricheries avec les examens. On a donné quelques solutions des examens. Voilà, il y a eu quelques fuites. Bon, l'AKP n'a jamais eu cette ressource humaine. Donc l'AKP s'est appuyé quand ils ont commencé à prendre le contrôle de certaines institutions et qui voulaient marginaliser, placardiser un certain nombre de gens qui leur étaient pas très favorables. Ils se sont appuyés sur ces gens qui étaient là, qui étaient formés, qui étaient conservateurs, qui étaient relativement proches idéologiquement et donc qui pouvaient les aider dans leur projet. Sauf que l'AKP tout seul en fait n'a pas formé ce type de profil. Donc ça se fait pas comme ça en 3 mois. Donc là, il y a un vrai problème. Et là, il y a une baisse des exigences du recrutement et on se retrouve quand même face à soit des choses qui ne fonctionnent pas, ou alors des gens qui ne sont pas formés ou mal formés, ou qui se retrouvent dans des postes pour lesquels ils n'ont pas les compétences, etc. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Et ça, c'est des choses quand même de moyen terme. Avec une dimension nouvelle maintenant qui est le fait que le pays est entré en récession. C'est une des raisons, on n'a pas parlé du succès de l'AKP, c'est l'extraordinaire développement économique et le contrat social, plus. C'est-à-dire que, justement, je vous apporte le développement économique et vous votez pour moi. Et là, on est dans une période de récession, donc l'absence de cadre, plus le fait que les investisseurs étrangers peuvent en partie avoir peur de la situation, etc., ça doit quand même créer une vraie pression sur le pouvoir. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il avait avancé les dernières élections, parce qu'il avait peur de... Il voulait même, ces municipales qui ont lieu le 30 mars, il voulait les mettre en novembre 2018. Il n'a pas pu, parce qu'il fallait qu'il y ait une majorité de 2/3 au Parlement, et c'était trop juste. Donc il aurait bien aimé les faire dans la foulée des législatives et des présidentielles de juin 2018. Donc effectivement. Juste un mot, puisqu'on parle des élections, donc on a dit dans 8 jours, il y aura les élections municipales. Avec plein d'enjeux, l'enjeu des municipalités dans l'est du pays qui sont en général qui votent HDP, donc qu'est-ce qu'ils vont devenir, et puis l'enjeu, semble-t-il, que quand même un des points d'ancrage des forces d'opposition, ça a été Istanbul, qui était, on l'a dit, la ville d'Erdogan, c'est la ville dont il est devenu maire et
Quelles sont les perspectives aujourd'hui pour ces Alors élections? c'est vrai que c'est essentiel. Il faut voir qu'il y a une chute depuis 2011. L'AKP fait 55% des voix. 2014, 50%. Non, je me trompe. 50% en 2011, 45% en 2014, pardon. Et là, il y a des sondages à 40%. Donc il y a une chute là. Donc il y a le problème de l'alliance maintenant qui est nouvelle avec les nationalistes, qui n'est pas partout. Hein, donc effectivement, Istanbul va être extrêmement important symboliquement pour Erdogan. S'il perd Izmir, il l'a de toute façon pas, mais s'il perdait Istanbul et Ankara, effectivement, là, ça serait le signe. Donc ce qu'il faut voir, c'est que, on ne le dit pas assez, mais il y a une chute quand même de l'AKP, et en plus, si vous voulez, le corps électoral grandit. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un pourcentage qui descend et une masse les électeurs sont plus nombreux. Hein. Donc, effectivement, c'est ça. Bon, cela dit, alors ça, Elisa, on a travaillé ensemble, d'ailleurs, il y a un des chapitres de mon livre est consacré à ça. Il y a quand même énormément de manipulations. Il y en a toujours eu, tous les partis. Hein. Le Parti communiste en France a été très bon pour ça, et en Turquie... Mais c'est eux qui ont formé l'AKP. Non, pas l'AKP, ce serait plutôt le parti des... Mais bon, il y a beaucoup de manœuvres. Mais surtout, il y a maintenant, si vous voulez, ce qui est un peu nouveau, et ça tu l'expliques aussi, enfin tu es encore plus capable de l'expliquer que moi, c'est qu'il y a une mainmise sur les ressources de l'État. C'est-à-dire que les bus vont être au service de l'AKP, un certain nombre de fonctionnaires vont être dans les bureaux de vote alors qu'ils n'y étaient plus. Il va y avoir un tas de choses. Et puis, alors, Erdogan lui-même prend la tête de la campagne. Hein. Enfin, je veux dire, ça, c'est... Donc là, ça, c'est quand même... C'est climat de peur, et puis surtout une mobilisation des ressources de l'État au service du parti du président. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a pris en tout cas une ampleur importante. Donc, est-ce que ces fraudes, plus ces manipulations, etc., peuvent jouer? Moi, je ne suis pas une spécialiste de trucs. Moi, je dis toujours que si la marge est étroite, ça peut jouer, mais s'il y a vraiment un grand écart, ou ça ne jouera pas. Quoi. Enfin, c'était surtout pour tout ce qui est présidentiel. Oui, je crois que ce qui est là où on voit aussi vraiment l'importance de la non-neutralité des institutions publiques, c'est au niveau de l'espace dans les médias, en fait, de l'espace de parole, du temps de parole, qui est extrêmement déséquilibré. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, il y a assez peu de probabilité que les équilibres partisans changent vraiment lors de ces élections. Ankara est beaucoup plus serré que Istanbul. Ah donc oui. Oui. Enfin, après, c'est que des sondages. Donc, si vous voulez, en plus, c'est écrit tout petit là, sur mon papier. Mais non, Ankara est serré parce qu'en fait, pendant 4 ou 5 mandats, il y avait un maire de l'AKP qui était vraiment quelqu'un qui avait ses propres réseaux, qui était extrêmement fort à Ankara et qui a été là, qui ne sera pas le candidat en fait de l'AKP. Donc le candidat est plus faible, et en face, il y a quand même quelqu'un qui vraiment rassemble plus ou moins les kémalistes et une partie des nationalistes turcs, parce qu'il vient en fait du nationalisme turc. Donc là, et les équilibres sont extrêmement différenciés territorialement. Donc il faut vraiment suivre pas à pas, mais je pense que là où il y a quelque chose de vraiment intéressant à suivre, c'est ce que disait Ariane, les mairies qui étaient tenues par le parti nationaliste kurde dans le sud-est du pays, parce que la plupart d'entre elles, en fait, ont été mises sous tutelle. Les maires ont été écartés, voire incarcérés pour certains, et remplacés par des administrateurs, genre sous-préfets, etc., proches du gouvernement. Et donc là, comment les électeurs, qui en général, ces maires étaient élus avec des grosses majorités, de l'ordre de 60%, pas partout, mais en fait, il y a quand même des blocs comme ça assez impressionnants, que vont faire les électeurs? Est-ce qu'ils vont envers et contre tout, revoter pour quelqu'un du parti nationaliste kurde, s'acharner en sachant que ça n'aura peut-être aucune incidence? Est-ce qu'ils vont se dire, il vaut mieux un maire, un homme politique, même s'il est AKP ou proche de l'AKP, mais au moins c'est pas un administrateur, etc. Ou est-ce qu'ils vont boycotter? Erdogan a dit que s'il y avait de nouveau des maires HDP, il les dégommerait aussi, oui, non? Il me semble. En tout cas, son discours est extrêmement virulent à l'égard du HDP. Donc, de toute façon, il y a assez peu je pense qu'il y a assez peu de croyance en l'idée que ça pourrait, qu'il pourrait y avoir
une victoire électorale du HDP, même s'il y a des forts votes. Enfin, voilà, personne ne croit vraiment à la possibilité d'un changement. Mais comment vont réagir les citoyens? Parce que là, on n'entend quand même pas beaucoup les citoyens. Je veux dire, il y a très peu de mobilisation. On ne sait pas ce que pensent les gens, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai pris ces sondages, mais qui sont souvent faits, vu la différence entre les différents instituts de sondage, quand même, ça interroge. Enfin, après, c'est souvent le cas. Hein, mais voilà, moi, je serais très attentive à ces mairies-là en particulier. Ce qui est intéressant quand même, c'est que ce parti, donc HDP, qui est un parti qui au départ se voulait turco-kurde, mais qui est quand même majoritairement kurde, qui est représenté à la fois au niveau national et qui a présenté des candidats. C'est la première fois, en 2015, c'était la première fois que des candidats se présentaient au nom d'un parti kurde, alors qui a tout un langage, disons, de gauche, et il s'est installé quand même dans le paysage politique. C'est-à-dire que malgré ce que vient de raconter Élise, c'est-à-dire malgré qu'un certain nombre de maires ont été mis de côté, remplacés par des administrateurs, malgré un nombre d'arrestations importants de députés, il est de nouveau, je crois qu'il a 61 députés encore aux dernières élections, en 2018. Donc il est quand même installé. Et ça, c'est quand même très important. Parce qu'au fond, la grande question, et on revient à votre question du début, pourquoi le pays est autoritaire depuis des années et des années? Pourquoi il retombe dans cet autoritarisme? Alors il y a un truc qui est intéressant de dire, c'est qu'au fond, la gauche a été écrasée au moment du coup d'État, qu'elle ne s'est pas reconstituée, et que donc il y a pas en face il y a une gauche souverainiste, nationaliste, qui est le Parti républicain du peuple, mais ce nouveau parti peut-être apporter quelque chose. Bon, c'est un parti nationaliste kurde, hein, il faut quand même voir, il y a deux nationalismes là qui s'affrontent, hein, c'est pas simplement un parti pour les droits de l'homme, etc. Mais là, il y a peut-être quelque chose qui peut se jouer s'il y a des alliances, sur le moyen terme, hein, c'est pas tout de suite, mais il y a parce que c'est présidentiel, ça existait vraiment, c'est-à-dire il a réussi à faire un score assez important et à dépasser le cadre. C'est-à-dire qu'il son candidat était quand même en prison. Oui, mais quand même, malgré ça, il a. Oui, malgré ça, il a quand même. Non, mais malgré ça, il a réussi à avoir plus de 10%. C'est vrai. Bon, une dernière question avant de passer la parole à la salle, c'est sur la question que tu abordes sur le rapport entre la Turquie et l'État islamique. C'est-à-dire, c'était un peu comment la Turquie a été. On a accusé la Turquie d'avoir aidé les groupes ou d'avoir laissé en Syrie passer les groupes les plus radicaux. Puis après, il y a eu des attentats en Turquie, donc il y a eu un revirement, de revenir un peu sur cette chose qui a évidemment des implications régionales, surtout en ce moment où l'État islamique territorialement est en train de perdre, où on parle de gens qui se replient sur la Turquie, quel peut être l'avenir de ces... Alors c'est un sujet qui est très compliqué à aborder parce qu'il était extrêmement manipulé, instrumentalisé par évidemment des tas de gens qui veulent absolument montrer, en particulier les gulenistes et aussi un certain nombre de mouvements kurdes, qui veulent montrer l'alliance d'Erdogan avec Daesh. Effectivement, en fait, ce qui s'est passé dans les premières années, c'est qu'ils ont pensé être plus forts que Daesh. Ils se sont dit, on les laisse, on saura les maîtriser. D'autant plus que, à l'époque, c'était pas Daesh au départ, hein, mais très vite, Daesh, l'État islamique, avait comme ennemi commun avec Ankara le parti, le PKK et les PYD, les Kurdes syriens qui étaient. Et donc, Ankara a pensé que c'était tout son intérêt de laisser se développer ces djihadistes qui allaient faire le boulot qu'eux ne pouvaient pas faire parce qu'ils ne pouvaient pas encore entrer à l'époque en Syrie. Et contre le régime syrien aussi. Mais surtout, c'était ça. L'obsession d'Ankara, c'était de surtout pas, qu'il n'y ait surtout pas une bande au nord de la Syrie qui soit une bande autonome kurde. Et pour eux, jouer la carte des djihadistes. Bon, cela dit, à partir du moment où ils ont été alliés avec les Russes, ça a changé. Parce que déjà, il y avait un gros problème avec les Russes depuis des années. C'est-à-dire que les Russes, il y avait beaucoup de Tchétchènes, si vous voulez, en Turquie, et les Russes accusaient toujours Ankara, même avant Erdogan, de faire le jeu des djihadistes tchétchènes, etc. Donc à partir du moment où il y a l'alliance avec les Russes, il y a eu des accords, justement, moi je me souviens très bien d'un conseiller avec qui je déjeunais, un conseiller d'Avotolu, qui m'explique qu'il y avait une clinique qui soignait les types de Daesh. Et je dis, mais qu'est-ce que vous en faites après? Il me dit, on les rend aux Russes. Enfin, tout ce que était les Tchétchènes, tout ça, on les rend aux Russes. Et c'était assez tôt. Donc,
la position est très ambiguë, mais je pense qu'ils ont pensé être plus forts que les mais c'est une position plus ou moins cynique de réel politique, oui, c'est-à-dire on a envie de combattre... Oui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Erdogan était quand même la cible de Daesh. Il faut, en 2014-2015, tous les imams, il y a plein d'imams qui avaient des menaces de mort de la part de Daesh. Enfin, j'ai fait justement un papier sur ces imams turcs qui sont dans une position, ils craignent pour leur vie, quoi. Et donc, géopolitiquement, il y avait un certain accord, au fond. Au fond, ils étaient assez contents quand même que l'islam remporte des victoires en Syrie, même l'islam de Daesh. Mais... voilà, sur le plan théologique, c'est pas quand même tout à fait la même chose. Ça me fait penser... Mais il était une des cibles. Erdogan a été quand même une des cibles. Les Daesh n'aimaient pas les frères musulmans et ils voyaient en Erdogan... Non, puis il y a aussi une question d'efficacité, c'est que l'État islamique se battait bien contre des Kurdes qui étaient particulièrement... Ça rappelle, ça n'a rien à voir, mais en Afghanistan... Face à l'opposition, quand les États-Unis ont commencé à aider l'opposition afghane contre les Soviétiques, ils ont aidé les groupes les plus radicaux, pas parce qu'ils étaient pour le développement d'un islamisme radical, parce que c'était les gens qui étaient prêts à mourir et qui étaient les plus efficaces face à l'armée rouge. Donc c'est un peu la même logique. Enfin bon, c'est pas tout à fait, parce qu'il n'y avait pas la question... Pour les Américains, il n'y avait pas la question de l'islam, mais c'est... Les ennemis de mes ennemis, peut-être des amis. Cela dit, il y a des contacts étroits. Moi, on m'a dit que vraiment, il y a le lien entre Daesh et Erdogan, et il y a un homme entre les deux. Enfin bon. Et puis, il y a eu des échanges de prisonniers. Alors, on fait un grand pathos sur les échanges de prisonniers. Ça s'est fait partout. Quand vous avez des prisonniers et que vous voulez récupérer des otages, vous vous donnez... Donc, il y a eu effectivement plusieurs dizaines de prisonniers de Daesh qui ont été rendu à Daesh contre une quarantaine de diplomates qui avaient été pris en otage par Daesh. Donc le tableau est plus compliqué et plus... voilà. Mais cela dit, ils ont fait des énormes erreurs et puis effectivement, il y a une complaisance pour le moins coupable. Encore quelque chose? Non. Bon, on va passer la parole. On va passer aux questions. Donc à vous la parole. Monsieur, là. Bonsoir. Je rebondis sur votre dernière question, Alain, justement avec l'État islamique. Comment Erdogan aujourd'hui projette, je dirais, l'islam de l'AKP, l'islam des frères musulmans, dans la zone régionale et notamment en compétition avec l'islam wahhabite? Parce qu'il y a une compétition du leadership justement régional. Et je dirais aujourd'hui, à court terme, si je puis m'exprimer ainsi, l'Arabie Saoudite, son rival à court terme n'est plus l'Iran, mais un petit peu la Turquie d'Erdogan qui est très poussive, si je puis dire, dans la région. Monsieur? J'ai deux petites remarques à faire. La première, c'est au sujet de la continuité du directorat des affaires religieuses. Maintenant, il y a une différence très importante à laquelle vous n'avez pas fait allusion. À l'époque d'Atatürk, si cette institution existait, c'était plutôt pour contrôler la religion et aussi, en même temps, avec la laïcité que l'État voulait imposer au pays. Donc, le gouvernement avait une double... avait une double position en d'autres termes. Elle était là pour ça. Par contre, actuellement, le directorat des affaires religieuses, de plus en plus, est au service de la politique d'Erdogan de propager l'islam dans tout le pays. Donc il y a une différence importante. Second point à laquelle je voulais faire allusion, c'est que vous avez dit que le port du voile a été imposé dans la justice. A été autorisé, pas imposé. Elle n'a pas été imposée, non. Elle a été autorisée. Oui, mais c'est ce qu'elle a dit. Oui. Non, c'était bien. Autorisée, mais volontairement, c'est-à-dire, si quelqu'un veut porter le voile, bien sûr. il le peut. C'est une différence. Oui. Je crois que oui, c'est ça. Peut-être. On va répondre. Tu réponds sur la présidence
Directeur on va répondre, oui. Oui, merci pour vos remarques sur la présidence des affaires religieuses. C'est vrai que après, c'est une question de perspective parce que même dans la période kémaniste, la présidence des affaires religieuses, elle avait justement aussi ce rôle d'incarner un islam ou une version officielle, on va dire, de la religion et de l'imposer en fait par rapport à d'autres. C'était au moment où ont été fermées les confréries, donc d'en faire en fait la référence. Et donc il y avait effectivement un rôle de contrôle de la religion, mais il y avait aussi un rôle de diffusion de cette version-là dans la société. Alors aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a toujours ce rôle de diffusion dans la société est encore plus important. Et le rôle de contrôle de la religion, il est toujours là, peut-être moins important, mais il se joue autrement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des luttes de pouvoir au sein de la présidence des affaires religieuses, justement entre différentes orientations religieuses. Alors c'est assez difficile à lire et à suivre de l'extérieur, mais manifestement, il y a des formes, justement comme Ariane a parlé de prise de contrôle de l'État, aussi au sein de chaque institution, et en particulier de cette présidence, de tentatives de prise de contrôle par différentes orientations, etc., etc. Donc là aussi, je pense que c'est deux aspects, en fait, deux facettes, en fait, de la même médaille qui interagissent. Alors, pour répondre à votre... Oui, parce que donc pour le voile, j'ai vraiment dit autorisé. Pour répondre à votre question, toute l'affaire Khashoggi, c'est ça, c'est toute cette histoire-là, quoi. Alors, quelle est la lecture qu'on peut avoir de cette histoire-là ? En fait, c'est quand même la nécessité justement de coincer le camp saoudien, américain, israélien, parce qu'ils sont tous ensemble, et de montrer effectivement le fossé entre, le fossé entre leur discours et la réalité de ce qu'ils couvrent, quoi. Parce que c'est vrai que dans l'affaire Khashoggi, on ne peut pas dire que l'Arabie saoudite s'est illustrée ou les États-Unis en fermant les yeux par leur respect des droits de l'homme. Donc, c'est se poser effectivement lui-même en défenseur des droits de l'homme, ce qui est un peu fort parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est que... Bon. Et puis, de bien marquer les camps. Alors, lui, avec l'Iran, si vous voulez, effectivement, Qatar, Iran. Rappelez-vous que l'Arabie saoudite avait soutenu Sisi en Égypte. Ça, c'est un sujet que tu connais bien. Donc, c'est renvoyer... Vous voyez, remarque, ça a été ça l'objectif. Ça a été de bien remontrer les camps. Voilà où nous sommes, nous, et d'affaiblir, si vous voulez, la réputation et de l'autre, des adversaires, donc américains, israéliens, français aussi un peu, quand même, il faut le dire, Arabie saoudite et pays du Golfe en général. Ça a été ça l'objectif. Et en ça, il a quand même pas mal réussi. C'est un très bon tacticien, Erdogan, pour ça. C'est vrai que c'était étonnant. Et je me rappelle d'un diplomate français tout au début de l'affaire. Il me dit, vous pouvez vous attendre à ce qu'il a toutes les informations, mais il va les distiller au compte-gouttes, quoi. C'est-à-dire que vraiment, là, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'effectivement, peu à peu, il a donné... Je ne sais pas s'il a encore tout dit, mais voilà. Il y a une volonté de déstabiliser l'ennemi. Est-ce qu'on peut dire un mot de la relation avec les États-Unis ? Parce qu'une des choses qui est quand même... c'est-à-dire l'alliance stratégique entre les États-Unis et la Turquie, malgré toutes les tensions, a été quand même un fondement de la politique extérieure, en tous les cas sous la guerre froide, mais même bien après, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que vraiment les Turcs sont prêts à sacrifier la relation avec les Américains ? Ils ont pris la décision, semble-t-il, d'acheter des S-400, des missiles qui veut dire un changement petit à petit de l'armement de l'armée turque. Il peut y avoir vraiment... Et vice-versa, est-ce que les États-Unis sont prêts à sacrifier la relation avec la Turquie ? Oui. C'est évidemment quand même une vraie préoccupation. Alors on voit la méthode Trump qui est quand même assez... Finalement, il utilise le même langage, là. Il s'est durci un peu, il fait aussi du chantage, et il y a une espèce de volonté... Bon, ce qu'on a toujours vu dans l'histoire de la relation avec les États-Unis, c'est que quand ça va mal avec l'Europe, en général, ça allait bien avec les États-Unis. Quand ça va mal avec les États-Unis, ils se rapprochent avec l'Europe. Là, ça devient plus compliqué à lire. Donc ça, il y a une vraie inquiétude. Non, tout le jeu, c'est Poutine, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Poutine qui tient quand même la Turquie. Le jour où il lâche la Turquie, et il ne serait pas exclu qu'il le lâche quand même un jour, parce que c'est une alliance quand même très particulière, qui est à première vue contre nature. Voilà. Alors, ce que disent les Turcs, ils disent toujours, nous, on ne choisit pas.
On a des alliés partout, on fait le... Voilà, c'est un peu ça la thèse. Mais effectivement, ne serait-ce que sur le plan économique, et d'ailleurs Trump a brandi cette arme-là récemment en disant puisque c'est comme ça, on va couper les taux d'intérêt, etc. Ce qu'il avait fait, par exemple, je me souviens, moi j'ai étudié le processus de paix sud-africain, il avait comme ça coupé les emprunts pour pousser quand même le gouvernement, ou même il avait menacé aussi avec Israël, il avait menacé... Donc ça, voilà, c'est une des armes économiques qui, alors du coup, nourrit le complotisme et la paranoïa turque. Ça, et alors Erdogan joue sur du lourd, là. Il dit, voyez, je vous ai bien dit que l'arme économique, en fait, ils veulent nous étrangler, etc. Ils sont jaloux de notre réussite, etc. Donc c'est ça. Quelque chose non. Une question ici, devant. Derrière, d'abord, madame, oui. Et puis après... Oui, allez-y. bonsoir. J'avais une question par rapport aux élections municipales du 31 mars. Et on connaît les liens entre le PDK avec Barzani et donc M. Erdogan. Et je voulais savoir si Erdogan ne penserait pas à utiliser en tout cas le PDK ou une succursale du PDK en territoire kurde pour justement contre-attaquer le HDP. Enfin, voilà. Merci. Monsieur devant. Errol. Donc je suis tout à fait d'accord en général avec vos analyses, mais il manque quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne voit pas quel est le système politique actuel en Turquie dans votre analyse. Par exemple, je n'ai pas entendu le terme totalitarisme théocratique, par exemple. Fascisme. Je n'ai pas entendu ça. Sans le concept de taquillé, de dissimulation, on ne peut rien comprendre. Je n'ai pas entendu ça non plus. Et vous avez parlé de charia, mais 2023, c'est dans 4 ans. Donc, si vous pensez avec le taquillé, c'est-à-dire la dissimulation, donc, il faut attendre encore 4 ans pour ce nouveau régime. Donc, dans vos analyses, en général, on voit que c'est un pays normal, avec des partis politiques, parfois quelques accidents de parcours, disons, le leader kurde est en prison. Donc ce genre de mésaventure peut arriver aussi dans un système démocratique, etc. Donc on ne saisit pas bien quel est le système. Ce pays n'a jamais été une démocratie depuis 1923. Donc, il faut partir de là, c'est-à-dire le système politique, le régime et l'État. Il faut faire une vraie analyse de l'État. Vous dites beaucoup de choses, et ça se confirme, et ça se recoupe. Mais il faut faire un autre pas en avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Lise. Oui, alors sur la question sur Barzani, c'est vrai qu'il y a des proximités entre l'AKP et Barzani en Irak. Et j'ai pas suivi là précisément sur ces élections-là, mais en tout cas, c'est assez régulier en fait qu'il y a un parti en fait proche de Barzani qui se présente en fait aux élections contre en fait effectivement contre le HDP, mais en fait c'est des partis qui en général ont assez peu de soutien électoral, donc ça change pas la donne. Après, c'est aussi faut voir que le HDP, enfin dans le sud-est, c'est vraiment le BDP en fait. A quand même une domination, on va dire, sur le jeu électoral nationaliste kurde, mais qu'ils n'ont jamais été non plus tout seuls. C'est-à-dire qu'il y a des nationalistes kurdes ou des Kurdes de toute façon, mais aussi des nationalistes kurdes qui ne se reconnaissent pas dans le HDP, qui est quand même un parti de gauche. Voilà, il y a aussi des gens qui sont nationalistes kurdes et qui trouvent que la religion c'est plus important que ça, etc. etc. Donc il y a aussi une diversité qui est toute relative et finalement, voilà, ils sont représentés comme ça, même s'ils n'ont jamais eu un siège, je crois, nulle part. Il y a une branche kurde dans Daesh, par exemple. Ça, on oublie de le dire. C'est non seulement une branche kurde, mais c'est un né fondateur, le Kurde. Chez les Kurdes, contrairement à l'idée que les Kurdes représenteraient une chose à part. Mais enfin bon, ça c'est un autre.
Et sur votre question, monsieur, c'est vrai qu'on n'a pas utilisé ces termes. Je pense qu'on est tout à fait... alors, je ne parle pas au nom d'Ariane, mais je ne pense pas qu'on ait trop utilisé le terme de démocratie et je ne pense pas qu'on ait considéré spécialement qu'on était dans une situation de démocratie ni d'ouverture politique. Depuis 1923, je crois. Oui, même avant, c'était pas beaucoup mieux. Non, on parle de la République. Oui, alors après, il faut voir, je veux dire, après, il y a quand même des évolutions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le régime de parti unique qui a duré de 1923 à 1950, ce soit exactement la même chose que ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des continuités, mais on n'a pas du tout le même type de processus politique. Je veux dire, si on regarde du point de vue de la compétition politique, malgré tout, il reste une compétition politique qui est peut-être déséquilibrée, qui est sans doute pas transparente, etc. Mais il n'y a pas non plus, comme il y avait dans les années 20, un parti unique qui est un parti État. À la limite, on peut dire que c'est l'inverse. C'était du fascisme authentique. Non, pour moi, c'est pas du fascisme authentique. Connaissant la situation de l'Italie dans les années 20 et 30, pour moi, c'est différent. Je veux dire, et notre rôle, c'est justement de voir les nuances et les différences, parce que sinon, on peut dire que voilà, c'est un régime fasciste, et puis voilà. Et... Non, je veux dire, s'il y a eu, je pense que la période qui s'est le plus rapprochée du fascisme en Turquie, c'est celle entre 80 et 83. Je veux dire, c'est la junte militaire, où là, il y avait vraiment une fermeture extrêmement forte, et qu'aujourd'hui, évidemment, il y a des processus de fermeture politique. Et il n'y a pas que ça non plus. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut essayer de mesurer, à mon avis, et de comprendre, et justement de s'interroger sur les possibilités, les marges de manœuvre qui sont réduites, on est d'accord. Mais de là à dire qu'on est dans un régime fasciste, moi, je ne vous suis pas jusque-là. Moi, je dirais qu'il y a des éléments fascisants. Par exemple, la création... L'idée quand même d'un homme nouveau, d'une nouvelle génération, il y a ça. Il y a l'idée que, bon, on est entouré d'ennemis. Enfin, il y a des éléments fascisants qu'on a vus ces dernières années. Ça, je suis d'accord. Alors, c'est toujours la même histoire. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une dictature ? Est-ce que c'est... Bon, moi, j'utilise le terme autocratie parce que, d'abord, c'est le terme utilisé par un certain nombre de gens que je respecte énormément, comme Kaboğlu, qui est loin d'être comme le constitutionnaliste Kaboğlu, qui est loin d'être un partisan de l'AKP. Et puis, ça veut dire, autocratie veut dire ce que ça veut, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul, quoi. Et c'est quand même, effectivement, voilà. Mais avec des éléments fascisants, mais effectivement, je suis d'accord avec... je ne parlerai pas de régime fasciste encore, mais des éléments fascisants. Par contre... Je dis, totalitarisme théocratique. Bon. Alors, mon analyse, c'est ça. Totalitarisme théocratique. Là où et tu vous as allez raison, voir dans 4 ans, voilà, là où qu'est-ce que ça peut donner. Là où tu as raison, on va voir ce qui va se passer en 2023. Il est évident que 2023, alors il faut l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centenaire de la République turque. Donc, évidemment, Erdogan voudrait sans doute prononcer une seconde république. Alors, est-ce que c'est une république sunnite ? Parce que c'est quand même ça le grand rêve. Donc voilà, ça c'est la grande question de ce qui va se passer en 2023. Bon, ça c'est effectivement une perspective sur laquelle on peut s'interroger. Mais on discutait tout à l'heure à propos de la comparaison Égypte-Turquie, qui est aussi une comparaison intéressante à faire. Je veux dire, quand vous voyez le régime égyptien, qui n'est pas fasciste au sens traditionnel du terme, il est beaucoup plus fermé aujourd'hui et beaucoup plus répressif que le régime turc. Ça ne veut pas dire que le régime turc soit bien. Je ne suis pas sûr que les généralités soient bien. C'est un régime effectivement autoritaire. Moi, en général, j'aime pas le terme des régimes fascistes parce que c'est un terme qui s'applique tellement, en général, par les oppositions qu'il ne s'appuie pas sur à mon avis, sur des données concrètes, mais il y a effectivement aussi à voir l'évolution de la région. C'est-à-dire la Turquie évolue dans un contexte régional. On n'a pas tellement parlé des conséquences de l'implication turque en Syrie, de l'échec turc, de l'échec des tentatives des révolutions arabes et des frères musulmans. Enfin bon, c'est un autre sujet. Voilà, c'est un autre sujet. Madame. Vous n'en avez pas parlé, mais il y a quand même une répression énorme au niveau de la presse, des réseaux sociaux, des intellectuels. Je crois qu'Élise en a parlé, mais on peut continuer à en parler. Oui, il y a une répression énorme. Je veux dire, là, il y a une fermeture de la liberté d'expression qui est impressionnante. Je crois que la Turquie, en 2018, était 157e dans le classement de Reporters sans frontières, donc 157e sur 180, et chaque année, elle dégringole
de quelques places. Donc oui, non, de ce point de vue-là, c'est Alors, absolument affligeant. Avec en revanche une vraie vivacité sur les réseaux sociaux. Il ne faut jamais oublier. C'est comme en Égypte Oui, d'ailleurs. il y a des sites. Il y a énormément bien de sûr. sites, beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, il faut Non, même pas pas. toujours crypté, mais il y en a un qui ferme. Bon, d'ailleurs, j'ai consacré un chapitre à un truc. Absolument, moi j'ai été absolument ébahie, justement. Alors là, comme ressort démocratique de cette société quand même qui existe. Il y a des ressorts démocratiques dans cette société, il ne faut pas les oublier. Tous ces jeunes d'un groupe qui s'appelle 140 journaux qui, pour les élections de mars 2014 municipales, a décidé d'aller contrôler dans les bureaux de vote tous les listings, tous les résultats, ils prenaient ça en photo, il y avait une énergie, je les ai vus faire, je raconte tout ça, et ça, ils existent toujours, ces jeunes-là, ils sont toujours là, et ils font un travail, si vous voulez, de la société civile turque, on a des leçons à recevoir, je peux vous dire que nous, à côté, enfin, la société française, c'est rien, quoi. Ce sont des politiques, hein, les Turcs sont politiques, sont très politisés, et ils ont un ressort, une volonté. Et lisez ce chapitre sur ces jeunes geeks, quoi. Moi, je dis, et si c'était ça le modèle turc, quoi, parce que ils ont une espèce d'énergie. Ils continuent. Bon, là, justement. Alors, ils ont fait un site. Ils essayent. Et il y a une vraie richesse sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, c'est pas pour. Paradoxalement, vous n'avez pas ça du tout en Égypte. Le niveau de répression en Égypte est bien plus important que. On ne peut pas imaginer un parti comme le CHP faisant 30% des voix dans le système égyptien. C'est impossible. Ça ne veut pas dire que le système turc soit bien, hein, c'est pas mais c'est intéressant de comparer et de voir. Michel Oui, justement, je vais rebondir sur ce que vous dites, parce que je trouve que, en parlant trop de continuité, pour moi, il y a quand même le tournant. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, mais 2014, 2012, 2013, bon, peu importe. Là, il y a, je pense, un vrai tournant. Et sur l'exemple que vous donnez, les geeks en question, ils ont été réprimés depuis. Et ils n'ont pas fait aux dernières élections, ils n'ont pas pu faire le contrôle aux dernières élections qu'ils avaient fait en 2014. Ils l'ont pas fait. Donc on était dans une situation, effectivement, 2012-2014, où on sentait une percée que j'oserais qualifier de démocratique. Et je pense que depuis, c'est plutôt... là, il y a pour moi un vrai tournant, mais qui s'accentue. Qui s'accentue parce qu'il n'y a pas seulement les militaires, il y a quand même des élus en prison, il y a quand même et des élus à 60%, 80%, donc légitimes. Oui, on est tout à fait d'accord là-dessus. Et aussi des enseignants, des fonctionnaires par milliers, par dizaines de milliers. Donc on est quand même dans un régime... effectivement, autocratique, c'est le minimum qu'on puisse dire, je pense. Moi, je pense que ce qui est en train, à mon avis, la vraie bascule, c'est ce qu'a évoqué Ariane justement sur ces élections. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que l'AKP, c'est une machine électorale impressionnante et que pendant plus de 10 ans, donc c'est aussi un parti qui a un soutien populaire massif, et que c'est cette légitimité populaire qui leur a permis de faire ce qu'ils ont fait et de regagner des élections tous les quelques années, etc. etc. Et que c'est aussi ça, cette légitimité démocratique, qui a permis aussi à Erdogan, par exemple, pendant Gezi, de dire il y a des gens qui sortent dans la rue, mais moi j'ai 50% des votes. Alors après, ça se discute comme argument, mais c'était le socle en fait de sa légitimation. Aujourd'hui, à partir du moment où on questionne la transparence des élections et le sens des élections, c'est-à-dire dans quelle mesure peut-on faire confiance en fait à ce dispositif électoral et dans quelle mesure est-ce qu'on a une représentation relativement équilibrée, on va dire, des options des citoyens. À partir de là, à partir du moment où peut-être il y a des fraudes et qu'il y en ait ou pas, de toute façon, si la confiance n'est plus là, ça veut dire que la légitimité du pouvoir d'Erdogan change. Ça veut dire que, on est dans une configuration dans laquelle la simple légitimité populaire ne suffit plus, soit parce qu'elle n'est plus suffisante d'un point de vue électoral, et c'est ce qui s'est passé en 2015. Je veux dire, c'est quand il a perdu la majorité absolue au Parlement qu'il a commencé à rentrer dans une politique de l'attention beaucoup plus forte et qu'on a eu quand même, de ce point de vue-là, un tournant.
Donc soit parce que simplement ça ne suffit plus, soit parce qu'on est passé à un autre registre de politique. Et donc là, je veux dire, ces élections, autant, voilà, l'enjeu n'est pas tant sur le résultat, etc. Il est sur est-ce que ça reste en fait le socle de la légitimation politique. Et ça, je ne suis pas sûre que ça dure très longtemps. Et c'est ça qui est grave. C'est ça l'élément grave, c'est qu'effectivement maintenant, quoi que soient les résultats, ils vont être contestés. Parce qu'on n'y croit plus. On ne croit plus que ce sont des élections. Il y avait quand même l'idée que c'était des élections où chacun faisait ses petites cuisines, mais quand même, c'était relativement juste, etc. Et là, c'est la vraie question, ça. Donc effectivement. Alors maintenant, quand même, la société civile, vous n'allez pas la neutraliser comme ça. Regardez ce qui s'est passé le 8 mars. Regardez. C'était impressionnant d'ailleurs de voir. On avait les images d'Algérie, les rues couvertes, et puis on avait le cœur d'Istanbul avec tous ces défilés de femmes, etc. Et cette société civile, elle existe. Mais elle a peur. Effectivement, elle a peur. Et toutes les nouvelles arrestations qui sont faites ces derniers temps, qui ne sont pas du tout des gens de gulenistes, etc., mais qu'on accuse d'être derrière Gezi, avec des accusations complètement délirantes, et ben ça, c'est justement pour faire peur et pour empêcher, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une tradition aussi de mobilisation pacifique. Dans les années 96, moi, quand je suis arrivée, les gens tapaient sur des casseroles parce qu'ils protestaient contre la corruption de l'élite politique, etc. Ils ont beaucoup d'imagination, les Turcs, quand il s'agit de montrer leur mécontentement, etc. Et il a très peur de ça, Erdogan. Le pouvoir a très peur de ça. Le pouvoir a peur qu'effectivement, il y ait de nouveau des grandes mobilisations, comme ils savent faire ou comme ils peuvent faire. Et faire toutes ces arrestations dont vous parlez, alors je parle de la société civile, c'est aussi, effectivement, effrayer un peu ou empêcher, ou chercher à empêcher tout nouveau sursaut de mobilisation de ce genre-là. Mais on a vu ce qui s'est passé le 8 mars, quand même. Regardez ce qui s'est passé. C'est impressionnant. Oui. On prend encore 2 questions et puis... Oui, 3. Je vous remercie pour vos interventions. Beaucoup de sujets ont été abordés, beaucoup de questions, beaucoup de raisonnements, beaucoup de questionnements vis-à-vis de la Turquie. Alors, je pense que, premièrement, je pense qu'il faut placer les choses dans le contexte. La Turquie, c'est un pays important, vous l'avez évoqué vous-même, régionalement, et un pays stratégique. Au sein de l'Union européenne aussi, c'est un pays important. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs interventions, plusieurs remarques, et il faut placer les choses dans son contexte. Vous avez évoqué également, vous avez fait la comparaison entre l'Égypte et la Turquie. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'évolutions. C'est un pays où il y a une histoire de plus de 100 ans. Et en France, on parle beaucoup de la Turquie dans les médias. Les chercheurs, les journalistes font beaucoup d'études sur la Turquie. Et malheureusement, on s'acharne beaucoup sur la Turquie. On ne place pas, on fait beaucoup de critiques, à juste titre, à tort. Les critiques, bien évidemment, elles sont utiles quand elles sont faites pour apporter pour éclairer les choses Alors, quand on parle de la Turquie, beaucoup d'acharnement, beaucoup de critiques, soit pour déstabiliser l'image de la Turquie, ou alors on voit très rarement de commentaires dans lesquels on apporte une critique à juste titre. Alors, moi, ça va être juste une petite remarque. On parle de l'Égypte. Dernièrement, 9 jeunes ont été exécutés. Combien de leaders politiques ont fait une déclaration pour condamner ces exécutions? Quand c'est la Turquie, personne ne s'attarde pour apporter des critiques. Mais pourquoi, lorsque il est question de l'Égypte, on ne fait pas la même réaction? C'était l'Union européenne également. Vous parlez, Ariane en a parlé.
l'anti-européanisme d'Erdogan, la position de l'Union européenne à l'égard de la Turquie, est-ce qu'elle a été toujours la même? Est-ce qu'il n'y a pas eu de changement de position? Est-ce que elle a toujours voulu... On ne va pas refaire toute la conférence, soyez gentils. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais faire très court. Je pense que je vais faire très court. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à expliquer, à débattre peut-être. Mais pourquoi ne place-t-on pas les choses dans son contexte quand on parle d'événements ou d'événements politiques en Turquie? Pourquoi ne... Je pose la question. Là, je suis en train de poser une question. Pourquoi ne place-t-on pas les choses dans son contexte quand on parle d'événements politiques en Turquie? Merci. Merci. Ah, il y a encore 2 questions, madame, derrière. Non. Il y a juste madame et monsieur, et puis c'est tout, parce qu'après, c'est... Allez-y. Oui, allez-y. Bonjour, merci pour vos interventions. Je vais essayer d'être courte, du coup. J'ai une question par rapport aux interventions militaires de la Turquie au nord de la Syrie. On a vu qu'il y avait souvent une recette avec les dernières élections, lancement d'une opération pour gagner en crédibilité juste avant les élections. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous pensez que le régime actuel est susceptible de lancer une opération dans le nord-est de la Syrie juste avant le 31 mars? Et une question un peu plus globale, comment le gouvernement fait pour justifier ces opérations? Et est-ce que son électorat va soutenir ces opérations? Pendant combien de temps cette recette peut marcher? D'accord, merci. Monsieur devant, et ce sera la dernière question. Une toute petite réflexion, Ouais. une toute petite image. Ouais, allez. Une toute petite réflexion et une toute petite image. C'est en complément de ce qui a été dit. On a depuis quelques années une offensive extrêmement importante de l'AKP par rapport à la diaspora turque. Et en particulier en France, où il y a une structuration qui s'est faite avec des effets. Des effets qui polarisent pas seulement des personnes d'origine turque, mais aussi d'autres milieux musulmans en France, dans les banlieues populaires. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais on n'a pas le temps. Cela dit, il y a aussi des bizarreries, et je voudrais vous signaler une des plus belles que je connaisse. Le siège social de Diyanet, du ministère des Affaires religieuses turques en France, est installé rue Lénine à Bagnolet. Bon, Ariane consacre 2 chapitres à cette question de la diaspora turque en France. Juste un mot. Oui, justement, oui. Je raconte justement comment Erdogan est adoré dans une partie de la population française d'origine maghrébine, oui. Parce qu'il a un discours sur le conflit israélo-palestinien, il a un discours sur l'islamophobie, il a un discours sur la colonisation française qui plaît, qui n'est peut-être pas pris en charge par les hommes politiques français comme il devrait. Et donc, il est admiré. Il a été. Alors, le grand tournant, ça a été Davos, c'est-à-dire quand il a fait toute cette remarque à Pérez en disant 1 minute, enfin laisse-moi parler, etc. Alors moi, je me souviens, j'allais dans les cafés internet, et il y avait des jeunes franco-marocains, c'était mais une adoration pour Erdogan. Et ça, c'est vrai. Bon, il y a tout un chapitre consacré à ça. Hein. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Bon, je vois qu'en fait, il doit y avoir un ordre de la part, parce que vous êtes toujours à l'agence anatolienne, je crois. Hein. Il doit y avoir un ordre de l'agence anatolienne de poser cette question, parce qu'il y a une journaliste de l'agence anatolienne. Il n'y a pas d'ordre. Je pose la question librement. Vous parlez de démocratie. Démocratiquement, je m'exprime et vous me parlez. La question est juste sur les 9. Je suis complètement d'accord avec vous, mais je dis ça parce qu'il y a une journaliste de l'agence anatolienne qui a aussi posé la question à Strasbourg, au Parlement européen ou à la Commission européenne récemment, sur ces 9 Égyptiens là qui ont été. Alors je suis complètement d'accord avec vous, sauf que la grande différence avec la Turquie, c'est qu'elle est encore candidate à l'Union européenne. Donc on peut considérer qu'on a des exigences avec la Turquie qu'on n'a pas avec d'autres pays. Bon, c'est tout ça. Enfin, on peut dire ça. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Rien n'a été dit sur ces exécutions. Je pense que Alain Grèche est tout à fait. Alors là, tout à fait d'accord là-dessus, quoi. Voilà. Non. Voilà. Oui. Non, mais ça veut dire conscience. Mais il se trouve qu'une autre journaliste de l'agence anatolienne a posé la même question. Donc je me dis que c'est intéressant, quoi. Élise.
Un mot pour conclure. Oui, très brièvement, juste pour la question sur le discours va-t-en-guerre nationaliste qui permet de mobiliser les foules juste avant les élections. C'est une recette qui est ancienne comme le monde, voilà, universelle, qui fonctionne plutôt bien. Après, j'ai pas l'impression que là, d'ici le 31 mars, ce soit prévu, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais bien sûr, il faut voir justement l'articulation entre ces politiques étrangères qui parfois semblent un peu erratiques et des enjeux de politique intérieure, parce qu'en particulier sur les questions syriennes, kurdes, etc., c'est extrêmement lié. Bon, merci à nos deux intervenantes. Vous avez les livres que vous pouvez acquérir, elles feront un plaisir de le signer. Donc, Ariane, c'est Turquie, l'heure de vérité. Et Elie, c'est Gouverner par la proximité, une sociologie politique du quartier en Turquie. Et merci à nos intervenants.